Bon, ben, bonsoir à tous. Donc, comme on vient de me présenter, je suis donc de Réseau Salariat. Tout le monde connaît Réseau Salariat ici ce soir? Non? Ben, c'est l'occasion de le découvrir, c'est parfait. Réseau Salariat, c'est une association d'éducation populaire. Voilà, on se définit comme ça, qui a pour thèse centrale, c'est pour ça qu'on est connu, donc le salaire à vie. Vous avez peut-être entendu parler du salaire à vie. Alors parfois il y a des confusions avec le revenu de base, etc. Donc c'est ce qu'on va essayer d'éclairer ensemble. Je suis très content d'ailleurs de pouvoir débattre avec Fanelli, parce que je pense que ce sont des questions essentielles aujourd'hui pour la gauche, voilà, de pouvoir faire le point sur ces notions qui vont déterminer tout simplement une autre répartition de la richesse. Voilà. Ce qui est quand même pas rien, quand même l'enjeu. Et voire même pour nous, on se positionne, l'enjeu, c'est le dépassement du capitalisme. Voilà. Autant poser les choses clairement. Voilà. Donc on se positionne dans une perspective, une utopie qu'on veut concrète, dans le sens où elle s'appuie aussi sur un déjà là. Voilà. Plutôt que imaginer un autre monde, c'est de partir du monde existant et se dire voilà comment on peut, à travers l'histoire des luttes sociales, à travers les luttes de classe, voilà, se sont constituées un certain nombre d'institutions, notamment d'institutions du salariat, qui ont permis déjà de socialiser une bonne partie de la richesse. Et comment finalement l'idée d'une société qui ne fonctionnerait plus sur un conflit capital-travail, sur l'appropriation donc de la valeur par une minorité d'individus. On le sait très bien, aujourd'hui, 1% de la population possède de manière indécente 90% des richesses. Voilà, les inégalités sont terribles de plus en plus. Vous avez entendu les derniers rapports d'Oxfam, etc. Enfin, voilà, c'est catastrophique. Donc comment, effectivement, tout le monde à gauche ne peut que s'insurger face à une telle spoliation. Maintenant, comment on pose les termes d'une alternative? Voilà, d'une alternative. Nous, on fournit une certaine analyse qu'on veut soumettre à la gauche, justement, parce qu'il y a plein de voies, effectivement, pour dépasser le capitalisme. Hein, on sait bien, la gauche est traversée par plein de courants. Et nous, on veut mettre sur la table une interrogation, un débat, voilà, autour de ce dépassement du capitalisme à travers un modèle qui reposerait sur la mutualisation de la valeur ajoutée, de la valeur à travers la cotisation sociale. Donc je vais revenir dans le détail par la suite. Donc on part du principe qu'effectivement c'est le travail, on a une analyse assez classique au départ, c'est le travail qui crée la valeur. Voilà, une analyse assez marxiste, on la voit Donc c'est là le travail qui crée la valeur, même si celui-ci, d'ailleurs il y a des diagnostics qu'on peut partager sur l'érosion du travail, de l'emploi, voilà. Mais peu importe finalement qu'il y ait de moins de gens qui travaillent, c'est encore le travail qui crée la valeur. Et jusqu'à maintenant, on voit bien, le travail, on a cessé de le partager. Et l'objectif ici, c'est ce travail, cette valeur créée par le travail. Aujourd'hui, c'est la comptabilité nationale, il dit que c'est le PIB. Donc le PIB, c'est 2100 milliards d'euros, voilà, actuellement à peu près, environ. Je vous ai mis un petit graphique, c'est assez pratique. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Non, mais je vais appuyer dessus quand même, donc je vais un petit peu le garder avec moi. Je le ferai passer rapidement. Voilà. Sur ces 2100 milliards d'euros, il faut savoir qu'il y a une astuce technique dans la comptabilité nationale. En fait, il y a 1200 milliards de valeur marchande. Voilà. On appelle la valeur ajoutée. Vous savez, l'entreprise, c'est les salaires plus le profit, c'est généré par l'économie marchande. Et puis, il y a aussi, et rajouté, hein, c'est un ajout au PIB, ce qui est créé par la fonction publique. Voilà. Alors vous savez que la fonction publique ne génère pas de valeur ajoutée, hein, vu qu'elle met à notre disposition donc, des services non marchands. Donc comment calculer la valeur créée par la fonction publique? Eh bien, en gros, c'est leur salaire. Donc on rajoute le salaire
donc, des fonctionnaires. Parce qu'on arrive on part de 1200, on arrive à 2100 milliards d'euros. Voilà. Donc voilà. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'il n'y a pas que les fonctionnaires qui touchent donc un salaire et qui touchent un salaire. Les fonctionnaires sont payés par l'impôt. Donc cet impôt finance les fonctionnaires et donc est comptabilisé, rajouté dans le PIB. Donc on dit qu'il n'y a pas que les fonctionnaires qui sont financés. Il y a aussi tout ce qui est... donc je le mettais là. C'était donc les soignants, les retraités, les chômeurs et les parents. Donc à la limite, on pourrait rajouter ici, dans le calcul de la valeur ajoutée, pourquoi pas, parce qu'il crée de la valeur aussi. Alors c'est un grand débat. Là, peut-être qu'on touche à un débat, on va dire, essentiel, philosophique et même anticapitaliste, radicalement anticapitaliste. Qu'est-ce que le travail? Est-ce que le travail, c'est simplement du travail en emploi, ou c'est aussi simplement, ou c'est du travail, on va dire, le travail reconnu par l'État? Voilà, le travail contraint. Est-ce que c'est simplement le travail contraint? Est-ce qu'un retraité travaille? Est-ce que les chômeurs travaillent? Est-ce que les parents travaillent? C'est ma question. Hein. Voilà, on parle du travail domestique. Voilà. Bon, ça c'est. Donc nous on considère que toute personne, je fais vite, hein, mais on aura l'occasion d'en débattre plus profondément. Voilà. Toute personne, tout ce qui est faisable par quelqu'un d'autre est du travail. Alors évidemment, je joue aux cartes, je ne peux pas m'en placer, c'est pas du travail. Je joue au cinéma, c'est pas du travail. Par contre, on voit bien, je tends mon gazon, ou je tends le gazon de mon voisin, hein, il peut être fait par quelqu'un, par un jardinier que je vais payer. Mes parents vont garder mes enfants, d'accord? Ils peuvent être remplacés par donc une babysitter, etc., etc. Donc pourquoi on n'ajouterait pas au PIB? Effectivement, ça représenterait en fait 450 milliards d'euros. Voilà. Si on était dans la logique du calcul du PIB. Bon, c'était un détail important, parce que nous, ce qu'on va prendre maintenant, c'est les 1200 milliards de valeur ajoutée marchande, donc ce qui crée du flux monétaire. Et ce flux monétaire, aujourd'hui, voilà comment il est distribué. Il est distribué... Ouais, c'est bon. Il est distribué, il y a 40% qui vont au salaire. D'accord ? 30% qui vont à la cotisation sociale, c'est important, c'est-à-dire aujourd'hui 45% du salaire, hein, 40% de notre salaire, hein. Alors de moins en moins, parce que vous avez vu les attaques qui sont menées aujourd'hui contre la sécurité sociale, hein, que ce soit avec la CSG qui vient se substituer à la cotisation sociale, que ce soit, là j'ai découvert récemment, parce qu'ils n'ont pas, évidemment, ils ne sont pas affiché ça dans les médias, mais vous êtes peut-être au courant, mais tout ce qui est le CICE va devenir, en 2019, le CICE va être pris sur les va être un allègement sur les cotisations sociales, patronales. Donc ils attaquent les cotisations salariales avec la CSG, et ils attaquent les cotisations patronales avec le CICE. Voilà. Et puis j'imagine, puis tout ce qui arrive derrière. Voilà. Alors l'enjeu, vous allez voir, l'enjeu, pourquoi font-ils ça? Parce que l'enjeu, c'est que aujourd'hui, la cotisation sociale, elle se distingue radicalement de l'impôt, bon, qu'elle est prélevée avant les profits, c'est-à-dire avant la répartition primaire, capital-travail. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans le prix du travail est contenue la cotisation. Et après, on se répartit les profits. Donc c'est quelque chose qui est pris sur les profits. Et ça, c'est intolérable, si vous voulez. Pour le capitaliste, c'est intolérable parce qu'il ne peut pas y toucher. Voilà. Contrairement à l'impôt qui arrive, ça arrive après la répartition primaire, c'est-à-dire c'est du redistributif. On est une société redistributive. Voilà. Alors que, vous le savez, les retraites, c'est par répartition. Voilà. C'est-à-dire que c'est la valeur créée tout de suite qui est préaffectée à des retraites, à des allocations familiales
à des soignants, à des chômeurs, etc., etc. On dit, bah voilà, on fait 1200 milliards d'euros par an, bah, tiens, on va en consacrer tant à notre santé, tant à nos retraites, tant à l'école familiale, enfin, voilà. Et on ne peut pas y toucher. Donc voilà comment se répartit 40% pour les salaires, 30% pour la cotisation sociale, et évidemment le reste c'est 30% de profit, voilà, qui vont, bon, pour les actionnaires, une bonne partie est bien entendu réinvestie dans le tissu économique, mais bon, avec un souci des moins démocratiques, comme vous le savez, c'est-à-dire que si, on n'a pas notre mot à dire, s'ils veulent investir dans des énergies carbonées, dans de la malbouffe, enfin tout ce que vous voulez, on n'a aucun pouvoir, ils investissent comme ils veulent, et voire même en bourse, voilà. Et puis il y en a une bonne partie, c'est à peu près 100 milliards, qui vont carrément dans la poche des actionnaires directement, et eux, voilà, pour spéculer ou s'acheter des yachts, ou ce que vous voulez. Bon, 30% c'est considérable quand même, et même s'ils réinvestissent une bonne partie, voilà, sur lequel on n'a absolument aucun contrôle. Donc voilà la question qu'on se pose tout bêtement, c'est-à-dire qu'on a socialisé 45% du salaire, de moins en moins comme je le disais, mais enfin on va rester sur les chiffres, on va dire globaux. 45%, c'est la moitié du guet. Hein, pourquoi pas socialiser l'intégralité? Parce qu'on a augmenté les cotisations sociales depuis 1945, petit à petit. Elles ont été gelées dans les années 90. Et on voit bien aujourd'hui les attaques qui lui sont portées. On veut plutôt déplacer ça sur de la CSG. C'est formidable quand même, la CSG. C'est quand même... Moi j'applaudis quand même. Franchement, j'applaudis parce que, si vous voulez, vous avez bossé toute votre vie. Vous avez cotisé pour payer vos retraites. Une fois que vous êtes à votre retraite, avec la CSG, on va vous demander de continuer à payer vos retraites. C'est extraordinaire. Il faut avouer quand même qu'ils sont très très forts. Voilà, donc l'enjeu ici, c'était effectivement, si on est à 45% de socialisation du salaire, en fait, de salaire socialisé, pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas aller jusqu'au bout et de penser une société où effectivement l'intégralité de la valeur ajoutée serait socialisée. Il faut savoir que 50%, c'est-à-dire 50% de la... 50% de la production, de la consommation est déjà socialisée. À travers les subventions, à travers les aides, etc., etc. Vous savez que 50% de la consommation est socialisée. Et les aides sociales, etc. Bon, bah, si on part de ce constat-là, avec, voilà, sans imaginer une société, voilà, ce qu'on appelle le déjà là, si on se projette depuis ce déjà là, il y a déjà en germe, voilà, il y a déjà au sein de la société capitaliste des institutions anticapitalistes, qui est la sécurité sociale. Et l'idée, c'est de socialiser l'intégralité donc de la valeur ajoutée. Et donc, voilà ce que ça donnerait. Mais ça n'a rien de... Voilà, c'est ce qu'on propose sans être... mais qu'on met au débat. Hein, voilà, ce sont des chiffres qui sont tout à fait à discuter. Donc on propose 60%. Voilà, on collecterait l'intégralité de la valeur ajoutée. Il y aurait une caisse pour les salaires, 60% pour les salaires. 10% irait à une caisse de gratuité pour financer les services publics, etc. Voilà. Une caisse, 15%, serait collecté pour les investissements. Voilà. Et 15%, ça serait on rendrait 15% aux entreprises pour faire ce qu'elles ont envie de faire et envie de se développer voilà, personnellement. Voilà. Envie de développer leur projet voilà, en tant que société, en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur, etc. Vous récupérez 15% de valeur ajoutée. Ensuite, il y a 15% de la valeur ajoutée qui est à disposition dans des caisses d'investissement. Vous pouvez déposer des projets, demander des subventions, etc. Et puis, une partie est réservée pour le secteur public. L'associatif aussi, et les caisses, et ensuite il y a une caisse pour tous les salaires, donc les entreprises n'ont plus à s'occuper de verser les salaires, vu que ce sera la caisse des salaires qui le fera. Voilà en gros comment on projette le modèle.
socialisation intégrale de la valeur ajoutée avec donc ce qu'on appelle le salaire à vie, à partir de 18 ans, voilà, de 18 ans jusqu'à la fin. Voilà. À partir de la majorité, vous avez un premier salaire qui vous est versé, ce serait l'équivalent, on va dire, d'un SMIC, et ensuite, en fonction de, vous passez, en fonction de votre avancée professionnelle, vous passez des stades de qualification. C'est déjà le cas, ça se passe déjà dans la fonction publique. Voilà, en fonction de l'ancienneté, en fonction de vos avancements en qualification, vous avez une convention de salaire qui, là, se limiterait, ça irait de 1005 jusqu'à 6000 euros, par exemple. Voilà. Encore une fois, c'est à débattre, ça peut être moins, ça peut être plus, etc. Donc, empêcher, évidemment, la captation de la valeur ajoutée par le capital. Et d'ailleurs, on imagine une société donc post-capitaliste, c'est-à-dire où il n'y aurait plus de capital, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de capital. Hein, on est dans une société où l'intégralité de la valeur est socialisée. Ça veut dire que s'il n'y a plus de capital, il n'y a plus de capitalistes, donc il n'y a plus de propriétaires. Donc l'idée, c'est évidemment d'une société des entreprises qui fonctionnent sous le mode de la copropriété d'usage, hein, ce qui est le mode coopératif, le mode qui existe déjà en partie dans tout le mode coopératif, là, l'autogestion, etc. Donc c'est des formes d'organisation qui ne sont pas non plus totalement absentes de réalité sociale. Hein. Elles sont là, elles existent, elles sont concrètes. C'est simplement un stade de généralisation à l'échelle de la société tout entière, encore une fois. Voilà. Après, voilà. Donc ça, c'est j'espère que j'ai été à peu près synthétique sur le modèle, la perspective qu'on fixe, qui est importante, parce que les étapes pour y parvenir, ensuite, c'est la politique. Comment on chemine jusque-là. Nous, on ne se positionne pas sur ce terrain-là. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie d'amener des outils d'analyse et de voir, voilà, on est héritier de lutte. On est héritier d'une histoire. Il y a des gens qui se sont battus avant nous, il y a des gens qui ont construit, il y a un salariat qui s'est construit, qui a construit des institutions. Comment on respecte ces institutions et on les porte. Et on les amène à ce qui est pour nous la trajectoire dont ils sont porteurs, c'est-à-dire le socialisme. Ou le communisme, vous appelez ça. Voilà, Bernard Friot, qui est un des développeurs de ce projet, et je dis que c'est un projet communiste, voilà. Donc, comment on franchit ces étapes et comment on ne s'égare pas? Par exemple, la question de la CSG. Par exemple, quand on commence à substituer, vous voyez bien que quand on commence à substituer de la fiscalité à la cotisation, ça a un enjeu considérable. Parce qu'on fait dépendre notre protection sociale, on fait dépendre les revenus, les financements, non plus du travail, mais des revenus du capital, notamment. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que quand on commence à demander de l'argent au capital pour pouvoir payer ses retraites, moi, si je suis capitaliste, je vais vous dire, laissez-moi gagner de l'argent. Bon. Avec l'enjeu qui était aussi celui de la cotisation sociale, de la sécurité sociale au début, c'est-à-dire une caisse gérée par les travailleurs eux-mêmes, hein, où les représentants des salariés étaient majoritaires. Hein. Alors, ce qui a été cassé avec la parité, etc., il y a toute une histoire de la sécurité sociale qu'on pourrait refaire, qu'on ne va pas faire maintenant, mais voilà. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est une grande caisse, hein, qui mutualise, avec effectivement gérée par les salariés eux-mêmes et avec des entreprises gérées par les salariés eux-mêmes. Donc c'est une boussole qui montre que c'est pas une utopie, c'est pas une folie. Il y a déjà là, il y a eu des avancées considérables. Il y a un héritage donc des institutions salariales, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour pouvoir aboutir à une société émancipée du capitalisme. Il y a le logement qui est cotisé, qui est financé par la cotisation, et il y a également la formation. C'est quand même voilà, c'est des institutions qui existent. On fera un débat après. Ouais, on fera un débat après, sans qu'il va être riche. Comment? J'ai terminé? Et ben voilà, j'arrivais à la fin. Voilà.
Voilà. Et je suis très content donc de retrouver Frédéric et Fanelli pour pouvoir débattre effectivement de tous ces projets qui aujourd'hui remontent à la surface, qui sont effectivement d'essayer de décorréler le salaire du travail. Voilà, c'est un enjeu justement de l'emploi, décorréler le salaire de l'emploi. Et alors on n'est pas tous d'accord là-dessus, je sais que ça soulève des problèmes. Il y a le revenu de base dont va nous parler, je suppose, Fanelli, et donc ça va être, voilà, j'espère que ça va être un débat fructueux. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis très contente de pouvoir discuter de tous ces sujets avec vous ce soir. Comme je le disais, ça fait très longtemps, j'ai honte de le dire, mais je n'étais jamais rentrée dans ce local précédemment, donc je suis très heureuse de pouvoir enfin être dans le local qui est à mon sens le plus beau local politique que nous ayons dans cet arrondissement. Donc voilà. Ça, c'était pour le contexte géographique. Moi, je vais prendre le débat sous un prisme un peu différent, puisque j'avais un peu lu la thématique du débat telle qu'elle était indiquée dans le journal du PC 20e. Et du coup, je suis plus partie, et je pense que quand on veut réfléchir à la question de savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place de nouveaux droits, de nouvelles conquêtes sociales autour du travail au XXIe siècle, je pense que c'est important, donc autour de salariat, pas salariat, etc., mais il y a d'autres questions derrière. Je pense que c'est important de partir aussi d'un diagnostic sur dans quel environnement on se situe aujourd'hui et c'est quoi les mutations. On parle, c'est un peu devenu la tarte à la crème dans un certain nombre de débats politiques et médiatiques, les mutations du travail aujourd'hui, mais je pense que c'est quand même important de redire quelques mots sur d'où on part et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et c'est quoi ces mutations du travail et comment est-ce qu'à partir de l'environnement qui est le nôtre, on doit réfléchir à des nouvelles solutions, à des nouvelles propositions politiques pour donc créer, encore une fois, si je crois est notre but, de nouveaux progrès sociaux pour toutes et tous autour de ces questions de travail et d'emploi. Donc, plusieurs choses qui me semblent importantes à relever. La première, c'est les évolutions au fil des années du capitalisme. On a parlé tout à l'heure, je crois que ça va traverser un peu toutes nos interventions. Le capitalisme qui n'est plus le capitalisme industriel qu'on pouvait connaître au siècle dernier, au début de ce siècle, qui a subi les évolutions de la financiarisation, du productivisme, de la course permanente au profit et à la croissance comme fin en soi, etc. Et qui génère, et je voudrais commencer par là, chez un certain nombre de travailleurs, de plus en plus de perte de sens sur le type d'emploi qu'on mène, de plus en plus de situations de mal-être au travail. Je crois que ça, c'est aussi une vraie réalité. Dernier avatar, finalement, de ces mutations du capitalisme, tout le débat qu'on a aujourd'hui sur le phénomène d'ubérisation, qui, pour moi, n'est finalement qu'une nouvelle modification. Enfin, l'ubérisation, c'est la continuité de ce qu'a toujours été ce capitalisme de plus en plus financiarisé, à savoir une confiscation de la valeur au profit des seuls actionnaires, avec aujourd'hui des nouveaux outils numériques qui permettent le développement de ces plateformes et qui conduisent à donc l'ubérisation d'un certain nombre de secteurs d'activité, avec derrière toute la problématique des faux travailleurs indépendants, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, et de nouvelles formes de précarisation et d'atomisation et d'individualisation du travail. Donc ça, c'est une des premières mutations. Deuxième chose dont il faut, je pense, qu'on parle et qui n'était pas présent, et ça m'étonne, Frédéric, parce qu'à une époque, tu en parlais beaucoup autour des questions de réduction de temps de travail notamment, c'est la question du chômage quand même, puisqu'on parle du travail et de l'emploi, mais on parle aussi de ceux qui n'en ont pas, et on sait aujourd'hui que le taux de chômage structurant et structurel dans notre pays génère une crise démocratique, sociale, économique, tout ce qu'on veut, et de la souffrance surtout chez un certain nombre d'individus. La troisième mutation dont je voudrais parler, c'est toutes les problématiques autour de la robotisation. Alors ça aussi, c'est un peu la tarte à la crème. Je suis pas venue avec 15 000 études parce que, vous le savez, la réalité, c'est que il y a plein de... Enfin, personne ne sait en vrai ce qui va se passer en termes de robotisation. Il y a plein d'études qui disent des choses très différentes. Je crois que ce dont on peut convenir, c'est que effectivement, un certain nombre d'emplois dans un certain nombre de secteurs d'activité vont être amenés à disparaître.
certains seront remplacés, d'autres ne seront pas remplacés. En tout cas, force est de constater que cette question-là doit, je pense, être vraiment appréhendée de manière... il faut l'anticiper, puisque réfléchir à ce que sera le travail demain, ça nécessite de penser à ces destructions d'emplois à venir, et aussi au potentiel de création, parce que notamment autour, par exemple, de la transition énergétique ou des services à la personne, on sait qu'il y a aussi des leviers aujourd'hui de création d'emplois qui ne sont pas suffisamment activés et qui pourraient l'être. Deux autres éléments, je finis sur cette introduction. Il y a quand même, il faut le dire aussi, une modification massive et dramatique du droit du travail. C'est le mouvement de flexibilisation, de libéralisation qu'on voit depuis des années. C'était les lois El Khomri, c'est aujourd'hui les ordonnances Macron. Et c'est ce mouvement qui va donner de plus en plus de place à l'accord d'entreprise au profit de l'accord de branche, et donc déréguler toutes les protections collectives, augmenter la précarité et augmenter encore une fois l'atomisation et l'individualisation des salariés. Je pense que c'est aussi important de l'avoir dans le panel. Et puis c'est enfin, et je veux quand même en parler, parce que je crois que c'est une réalité qu'il faut la prendre en compte et construire des réponses de gauche et progressistes par rapport à ça, des aspirations nouvelles d'un certain nombre de générations, mais pas que des jeunes d'ailleurs, autour de la question du travail, et des gens qui disent aujourd'hui la manière dont je veux aborder le travail n'est plus la manière dont il existait il y a 50, il y a 60 ans, et notamment sur la question des salariats. Le fait de dire le problème du salariat, c'est qu'il y a un lien de subordination, et que moi, je dis moi, c'est pas moi personnellement, mais je mets à la place d'eux, il y a cette aspiration à pouvoir travailler autrement, en étant davantage maître de sa propre activité, en trouvant d'autres formes d'émancipation et en sortant de ce rapport de domination et de lien de subordination qui est la nature même du salariat, même s'il y a des choses qui peuvent évoluer, mais constitutif en tout cas de ce qu'était du salariat et derrière du capitalisme. Et donc voilà, ça veut dire des formes d'activité autonomes, toute la question du développement des freelances, des travailleurs indépendants, etc. D'autres rapports aussi dans les temps de travail. Moi, je suis assez frappée par plein de gens de ma génération qui disent de plus en plus, de toute façon, on a acté qu'on n'aura pas de retraite, et donc on va construire notre vie professionnelle avec des temps de plus en plus, des années sabbatiques, ou des moments où on va se dire, pendant 1 an, 2 ans, j'arrête, je fais le tour du monde. Quand on a les moyens, mais en tout cas, il y a des gens qui cherchent aujourd'hui à organiser leur vie comme ça. Et donc, c'est toutes ces questions-là qui, je crois, doivent être prises en compte et appréhendées pour réfléchir, encore une fois, aux nouveaux droits et aux nouvelles conquêtes sociales qu'on doit pouvoir développer. Par rapport à tout ça, il y a, je crois, quelque chose qu'il faut absolument dénoncer, qui a connu un déclic à partir de l'ère Sarkozy, en tout cas moi c'est comme ça que je le reconstitue, qui est cette espèce de mythe de l'auto-entrepreneuriat, où on a dit, pour lutter contre le chômage et pour permettre aux gens de s'émanciper au travail, d'être libres, autonomes, blablabla, vive l'auto-entrepreneuriat, c'est une solution d'avenir. Et donc on a construit cette espèce de discours, et derrière des politiques publiques d'ailleurs qui ont encouragé ça, et ça ne s'est pas démenti depuis 2007-2008, autour de cette frénésie d'auto-entrepreneuriat. Pour moi, ça c'est quelque chose de très dangereux, même s'il y a des gens qui le font et c'est très bien, il ne s'agit pas de condamner, voilà. Mais je pense que derrière cette logique-là, il y a des choses qui sont extrêmement pernicieuses, d'une part parce qu'on sait très bien que le problème de l'auto-entrepreneuriat, c'est la fragilité des protections collectives et l'absence de protection sociale, et donc on a envoyé à dessein des gens au casse-pipe en leur disant montez votre propre activité, mais ces gens-là, monter une activité, ça se fait pas comme ça. Il y a plein de gens qui ont échoué et qui se sont retrouvés derrière avec des vraies difficultés, sans protection sociale et une forte augmentation de précarité. Évidemment, l'auto-entrepreneuriat, c'est l'individualité, donc c'est là encore l'individu qui se retrouve tout seul hors des cadres de protection collective dans son rapport au travail, et donc dans un mouvement dont on voit bien les effets que ça peut avoir. Et puis c'est cette espèce d'inflation non réfléchie à la création d'entreprises, comme si créer une entreprise ça devenait une fin en soi, et il fallait se réjouir que de plus en plus on crée, sans se demander à quoi ça sert de créer une entreprise, parce que la finalité de l'activité économique, à mon sens, c'est pas simplement la structure, c'est certainement pas le profit, mais c'est comment est-ce qu'on on crée de la valeur. Il y a plusieurs manières de créer de la valeur qu'on va ensuite partager pour essayer d'améliorer notre vie collective, mais c'est pas cette course effrénée à la création d'entreprise. Donc, pour autant, je crois que sur cette question, et je vais rester un peu sur l'auto-entrepreneuriat, salariat, pas salariat, ubérisation, tout ça, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il y a quand même des choses
qu'on peut réfléchir aujourd'hui autour de cette question du travail indépendant, mais qui ne seraient donc des gens qui ne sont pas aujourd'hui dans des situations de salariat classique, mais qui ne sont pas non plus dans l'auto-entrepreneuriat. Je pense qu'il y a plusieurs choses et plusieurs propositions à porter par rapport à ça. D'abord, aujourd'hui, c'est clair, il y a un vrai problème sur le salariat caché. Et on sait aujourd'hui que parmi les travailleurs indépendants des plateformes, il y a des gens qui sont en vrai des salariés, qui devraient être des salariés, puisqu'ils sont en réalité dans des situations de dépendance économique majeure face à des employeurs quasi uniques que sont les plateformes. Et aujourd'hui, on a très peu, et on le sait, parce qu'il y a des syndicats qui ont essayé d'intenter des actions, etc., on a très peu de prises juridiques pour pouvoir demander des requalifications. Ça s'est fait un peu, vous l'avez vu, pas qu'en France d'ailleurs, hein, c'est une problématique plus globale, ça se pose aux États-Unis. Donc il faudrait qu'on arrive à mettre en place des cadres juridiques et des politiques publiques qui permettent, autour de ce salariat déguisé, ou en tout cas de ce non-salariat déguisé, ce salariat contourné. Donc derrière, on voit bien qu'il y a toutes les exonérations de cotisations sociales de la part des plateformes, etc. Mais de pouvoir avoir ces points d'appui pour requalifier ces situations en salariat quand c'est bien ça qu'il y a derrière. Je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir aussi sur, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'encadrement de cet auto-entrepreneuriat, puisque aujourd'hui on a des formes d'auto-entrepreneuriat qui posent vraiment des questions compliquées de concurrence par rapport à des entreprises classiques et de concurrence déloyale, aussi par rapport à d'autres formes coopératives notamment, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc au lieu d'encourager massivement cet auto-entrepreneuriat avec toutes les dérives qu'il y a derrière, je crois que là aussi il y a des choses qui mériteraient d'être davantage ajustées. Et puis, il y a quelque chose qui m'est cher au plan personnel, parce que en plus d'être élu au conseil régional et investi dans Génération, je travaille à titre personnel dans une coopérative. Et donc ces questions de nouvelles formes d'emploi sont des questions qui me sont chères personnellement. Il y a aujourd'hui, issus de l'économie sociale et solidaire, issus des initiatives collectives de citoyens, des nouvelles formes d'organisation du travail qui permettent de concilier ces aspirations à sortir du lien de subordination du salariat, à avoir une capacité de prise sur son propre travail et sur son propre activité avec des cadres collectifs. Il y a plusieurs exemples que je voudrais vous citer. Le premier qui, je crois, est assez prometteur et fécond en termes de réflexion sur les nouvelles formes d'emploi et de travail, c'est ce qu'on appelle les coopératives d'activité et d'emploi. On a un exemple dans le 20e arrondissement, pas très loin, qui s'appelle Copanam, qui est juste à côté à Saint-Blaise, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'activité et d'emploi? C'est une forme de mutuelle de travail, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont autonomes dans leur activité, donc ils vont être soit artisans, soit graphistes, soit professeurs d'éducation physique ou tout ce que vous voulez, donc qui ont un travail autonome, mais qui vont décider de se salarier d'une coopérative. Et donc ces gens-là sont, et c'est un nouveau statut qui a été créé notamment dans la loi économie sociale qu'avait porté Benoît Hamon en 2014, sont des entrepreneurs salariés, c'est-à-dire qu'on a le contrat de travail et le salariat, qui permet derrière de mutualiser des choses, qui permet d'avoir la protection sociale, mais on n'a pas le lien de subordination. Et on a aussi la forme coopérative, qui est donc une forme démocratique, puisque dans la coopérative, c'est une personne égale une voix, et on a la lucrativité limitée, puisque ces formes statutaires-là ne permettent pas de faire de profit, ne rémunèrent pas d'actionnaires, mais bien des sociétaires. Donc on a cet exemple. On a, je vais en citer deux autres rapidement, il y a une coopérative, pareil, de travailleurs autonomes qui s'appelle Smart, qui existe dans plusieurs pays d'Europe à la fois, c'est ça qui est aussi intéressant dans cet exemple, en France et aussi en Belgique, et qui, par exemple, vous en avez sûrement entendu parler, quand Uber Eats, j'ai un accent, c'est comme Deliveroo mais avec Uber, c'est la nourriture, a fait faillite, les travailleurs indépendants de Uber en Belgique étaient salariés de la coopérative, et c'était la coopérative qui traitait avec la plateforme. Et quand Uber Eats a fait faillite, alors qu'en France il n'y a eu aucune indemnisation pour les travailleurs, la coopérative qui permettait de mutualiser un certain nombre d'assurances a permis d'indemniser tous les travailleurs d'Uber autour de formes que je pourrais développer tout à l'heure. Et
bon, dernier exemple, après j'arrête. Aujourd'hui, il y a une structure qui s'appelle CopCycle qui réfléchit à créer une alternative coopérative à Uber, là encore, avec l'idée d'avoir des travailleurs, donc des livreurs à vélo, qui seraient salariés, là encore, d'une coopérative, avec un code source de la plateforme qui serait en open source et donc qui serait non pas marchandisé mais comme un bien commun, et qui là aussi permet de redonner du pouvoir et de l'activité, et du rapport de force économique autour de ces travailleurs sur ces nouvelles formes de coopératives. Il y a aussi toute la problématique, et j'ai vu que vous avez mis de la tisane et du thé 1336 à l'entrée. Donc 1336, vous le savez, c'est les anciens Fralib. Donc c'est des salariés qui ont repris en SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, la boîte de thé, qui donc aujourd'hui sont propriétaires eux-mêmes de leur entreprise. Donc je vous invite tous à acheter du 1336 et à en boire beaucoup, parce que c'est bon pour la santé et que c'est bon pour faire vivre cette coopérative. Et c'est naturel, en plus, il y a une ligne bio sur les tisanes que j'utilise personnellement, qui est très bien. Et donc, et derrière, je dis ça aussi parce que il y a cette question de la reprise d'entreprise par les salariés eux-mêmes, qui aujourd'hui, il y avait des dispositions qu'on avait essayé de mettre en place ces dernières années pour faciliter cette reprise d'entreprise par les salariés, que Macron est complètement en train de remettre en cause dans les dernières réformes qui sont en train d'être mises en place. Voilà. Je vous dis tout ça, j'ai fait exprès d'en parler beaucoup. J'ai parfaitement conscience que ces formes d'organisation sont aujourd'hui marginales. Moi, personnellement, j'espère qu'elles le seront de moins en moins. Elles ne sont pas si marginales que ça, parce que malgré tout, elles se développent quand même, mais on ne va pas refaire complètement société avec ces formes-là. Mais il me semble que autour de toutes ces questions de comment est-ce qu'on remet de la démocratie, de la souveraineté, autour de ces questions d'activité économique, de travail et de nouvelles aspirations de rapport au travail, il y a des choses là qui devraient être davantage encouragées par les pouvoirs publics aussi, investies par les citoyens, parce que ces formes-là émanent des citoyens. Hein. La logique coopérative, c'est que c'est les citoyens eux-mêmes qui s'organisent. Et derrière, il y a tout un tas de ponts qui devraient être faits aussi avec les organisations syndicales. Je crois que c'est aussi important qu'on puisse discuter de ça, parce que on sait qu'aujourd'hui, comme dans l'ensemble de nos organisations, malheureusement, il y a une faiblesse de la représentation qu'on aimerait pouvoir combattre davantage, mais qui est malheureusement, je pense, une réalité. Et il faut qu'on arrive à faire davantage de ponts entre toutes les structures d'organisation des travailleurs, quelles que soient les formes de travail, pour unir nos forces et augmenter le rapport de force autour de ces questions-là. Je finirai très rapidement. Je regarde combien de temps. Parce qu'il y a derrière des questions structurantes dont je n'ai pas parlé, je vais finir là-dessus. La première question structurante dont je veux parler, c'est la réduction du temps de travail. Nous, à Génération, nous sommes évidemment extrêmement convaincus qu'il faut absolument reprendre une dynamique massive de réduction du temps de travail, parce que c'est ça qui permettra d'abord de lutter contre le chômage, c'est ça qui permettra de mieux partager la valeur, c'est ça qui permettra de repositionner la place du travail dans la société. On trouve aujourd'hui que malheureusement ce débat-là n'est plus porté dans le débat public, pas assez. Il y a beaucoup de contre-vérités et de préjugés qui circulent autour de ces questions de dynamique de réduction du temps de travail. Nous sommes vraiment extrêmement favorables à reprendre la bataille politique et culturelle sur ce mouvement de réduction du temps de travail. Il y a toutes les questions de protection sociale. Protection sociale, ça veut dire, nous, vous le savez, on porte cette question du revenu universel. Moi, je fais exprès de poser cette question du revenu universel comme un pilier de la protection sociale qu'on veut mettre en place demain. Le revenu universel, ça dit quoi ? Ça dit que, là encore, on pense différemment la place du travail dans la société. On intègre les mutations du travail demain, la possibilité des destructions d'emplois, la possibilité d'autres aspirations des gens par rapport au travail. Et donc, on fait de ce revenu universel un socle d'une nouvelle protection sociale qui doit aussi permettre, non pas de se substituer aux autres logiques de protection sociale, mais de s'articuler avec toutes les questions de prestations, que ce soit au niveau du logement, que ce soit l'assurance chômage, que ce soit la formation continue, que ce soit la santé. Il faut qu'on réinvente un système, et nous prenons une protection sociale qui ne soit plus basée
sur le statut, donc le fait d'être en activité, mais qui soient basés sur la personne et qui permettent de donner des droits. C'est autour de tout ce que peuvent raconter des gens qui ont théorisé ça, comme notamment Alain Supiot, des droits à protection sociale basés sur la personne et non pas sur le statut, avec l'idée de dire qu'aujourd'hui, par rapport à toutes ces mutations du travail, il faut qu'on réinvente ce qu'a fait le CNR, moi je rêve de ça, hein, ce qu'a fait le CNR au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, cette espèce de contrat social qui permet de recréer des formes de protection collective qui seraient à mon sens les nouvelles conquêtes sociales du XXIe siècle. Et dernier mot, après j'arrête. Je disais tout à l'heure, mais je crois vraiment qu'il y a un vrai travail et une vraie réflexion à mener sur la question des syndicats, sur la question des organisations qui représentent les salariés. Aujourd'hui, ces organisations sont trop faibles. Elles ne permettent plus de rassembler, elles n'arrivent plus à rassembler l'ensemble des travailleurs et notamment, je crois, une partie des nouvelles générations, en tout cas des nouvelles formes d'emploi. Et il faut vraiment qu'on ait cette réflexion sur comment est-ce qu'on fait pour revivifier, redonner de la force à ces organisations collectives et la question là aussi des travailleurs indépendants, des chômeurs, de comment est-ce que tous ces gens qui ne sont pas dans le salariat classique et même ceux qui sont d'ailleurs dans le salariat classique, on arrive à redonner des nouvelles formes de mobilisation, d'action collective, à nouveau envie aussi de se retrouver dans ces organisations syndicales dont on a éminemment besoin pour notre démocratie et pour continuer le rapport de force pour la construction de ces nouveaux droits. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup de votre attention. Bonsoir, merci de votre invitation et je suis désolé des contraintes qui sont avérées plus longues que prévu. Je tablais sur 3 quarts d'heure, 1 heure d'examen de musique pour ma fille et tout ça a duré 2 heures au total, 2h05. Comme quoi la formation, c'est quelque chose de sérieux. Donc, je viens vous parler de la sécurité d'emploi ou de formation, qui est la proposition du Parti communiste français, une proposition radicale et révolutionnaire. Et bien sûr, j'ai un gros handicap parce que l'absence du Parti communiste français dans la dernière élection présidentielle a rendu absente ces idées et cette proposition. Et donc on dit, mais vous le développez depuis longtemps, mais ça ne porte pas. Mais non. On a plié nos gaules pendant un moment sur cette proposition, au moment même où il s'agissait, après la loi El Khomri, de porter une alternative très forte pour contrer Macron, et pas seulement de témoigner en enfermant dans un petit carré un témoignage d'opposition. Et donc là, on doit reconstruire. Alors, la sécurité d'emploi ou de formation, en quelques mots, elle cherche à répondre aux exigences, aux défis d'aujourd'hui, avec une visée, bien sûr. Défis sur tous les besoins en matière d'emploi, à la fois le chômage et de nouveaux types de travail, la domination du capital, qui n'est pas seulement quelque chose d'abstrait. Vous avez vu le film peut-être La Guerre ? En guerre, pardon. Je trouve que c'est trop la guerre dans ce film, de toute façon. Mais En guerre, où c'est l'argent qui manque aux salariés, et c'est pas seulement le pouvoir du patron et du capital. L'argent pour agir. La domination du capital avec la crise financière qui va revenir, la crise écologique, la crise sociétale. Donc il faut répondre à ces questions-là par une autre exigence sur le travail. Et enfin, le besoin à la fois d'un nouveau sens, y compris pour la production avec les grands enjeux écologiques majeurs, mais aussi urbains, enfin de vie, d'une nouvelle efficacité aussi, les enjeux d'une nouvelle efficacité et les enjeux sociétaux du hors-travail et de développer le hors-travail. Alors, en 4 points, je vais présenter d'abord mais rapidement, je vais essayer de faire moins que les 20 minutes, le projet qui est à la fois une visée et un chemin. Deuxièmement, ces caractéristiques qui sont à mon avis, le mot à la mode c'est radical pour prendre à la racine, mais qui sont révolutionnaires, c'est-à-dire elles inversent le sens des choses. Donc à la hauteur de ce qu'il faut. Mais troisièmement, réaliste. Et enfin, en lien aux luttes. Et comment on peut faire ce lien aux luttes, les luttes qui se proclament luttes, ou les luttes d'une pratique contre l'ordre existant dont on a un peu parlé. Le projet, premièrement. La visée, c'est une nouvelle liberté émancipatrice. Un droit à la mobilité et à l'épanouissement
entre travail, formation et activité hors travail. Ces trois choses-là ne sont pas la même chose. On ne peut pas de façon conservatrice les confondre. Avec une sécurité de revenus, avec une maîtrise des mobilités par les intéressés, et un droit de décision, aussi bien sur le parcours que sur la production. Tout ça ne devant pas être enfermé dans le travail, mais permettre aussi l'articulation entre le travail, la formation et le hors-travail. C'est-à-dire que se libérer du travail, c'est aujourd'hui abolir ou en fait dépasser le salariat capitaliste. Cette grande idée que la CGT porte à sa création et que Marx met en avant, c'est la position marxiste de réponse à l'exigence d'émancipation, de désaliénation, formulée de façon pré-marxiste comme une libération du travail. Mais deuxièmement, libérer, ça ne peut pas se faire en niant le travail et sa nécessité, mais en développant le au-delà du travail, ce qui est au-delà du travail, tout en articulant avec un travail plus efficace, libéré, selon la très belle idée de Marx qui parle du royaume de la nécessité et du royaume de la liberté. Il dit le royaume de la liberté, il ne peut pas se développer en dehors du royaume de la nécessité, parce qu'on a une nécessité, c'est qu'on est des êtres de chair et de sang, et on a des besoins vitaux, d'ailleurs, qui ont un aspect social, qui se développent, ces besoins-là. Et donc, faire, sans parler de cette production pour les besoins vitaux, et même l'aspect production de soi, parce qu'on contribue à la société, c'est fou. Mais dire que la libération, elle viendra dans le royaume de la nécessité, c'est pas possible. C'est dans un autre domaine aussi. Et donc, il faut articuler les deux. Et finalement, on a les deux des formations avant moi, qui sont des recherches bien intentionnées et progressistes. Et je pense qu'il faut dépasser cette opposition entre les deux. Parce que, par exemple, la productivité et l'efficacité du travail sont décisifs pour pouvoir libérer du temps. Si je m'épuise à fabriquer les choses dont j'ai besoin, sans parler des choses qu'on m'impose parce qu'on n'en a pas besoin, qu'est-ce qui me reste? D'ailleurs, le capitalisme a saisi ça à partir des machines qui permettaient de décupler l'efficacité du travail humain. C'est le travail qui crée les richesses avec la nature, mais les machines décuplent l'efficacité du travail humain. Mais il faut aller au-delà, parce qu'aujourd'hui, c'est les capacités humaines, la formation, les savoirs des gens qui se viennent décisifs. Et comment on les développe au lieu de les enfermer dans la logique du capital. Car il s'agit de partir de la situation actuelle, le capitalisme et le salariat capitaliste, et au contraire des expériences passées, je dirais d'un mot un peu peut-être gentil, rugueuse, comme le socialisme arriéré à la soviétique, qui nie le marché au lieu de voir à quoi il sert, alors qu'il faut le dépasser pour faire mieux, mais au rebours des expériences social-démocrates qui n'osent pas battre en brèche la dictature du taux de profit, et qui du coup propose un partage des richesses qui restent. La crise systémique persistante du capitalisme, le chômage massif et la précarité appellent un changement de société. Et donc, il nous faut des luttes sociales et politiques pour construire des alternatives véritables qu'il faut nourrir. C'est pour ça, dès 1996, au lendemain en fait des luttes de 1995, Paul Boccara présente ce concept de sécurité d'emploi ou de formation, qui devient ensuite le bien commun du Parti communiste en principe dans les congrès, mais l'enjeu de la politique, c'est que la pratique soit autre chose que ce décalage avec les discours des congrès. Et c'est pas, ça ne touche pas que le Parti communiste français, cet enjeu. Il s'agit donc d'une construction de portée révolutionnaire qui va au-delà des avancées de la sécurité sociale. Un système qui vise l'éradication progressive, mais jusqu'à l'éradication du chômage et de la précarité. C'est plus le chômage. D'ailleurs, le chômage a été un progrès par rapport au féodalisme, où c'était la famine. Tout en répondant aux besoins de souplesse et d'efficacité nouvelles liés à la révolution informationnelle, aux besoins de développement de soi et aux besoins d'une autre production. Et ce serait de même ampleur que la sécurité sociale, voire plus en réalité, qui est déjà une conquête révolutionnaire, la sécurité sociale. Le principe, donc une nouvelle liberté par des nouveaux droits et moyens, un droit à la sécurité d'emploi et de revenus, comme j'ai dit, un droit à une mobilité maîtrisée entre emploi
et formation ou activité, un droit d'intervenir sur la production et l'usage de l'argent des entreprises. Il ne suffit pas de dire que l'argent, il ne servira pas au capital. Il faut dire à quoi il va servir. Il faut savoir ce qu'on va développer avec. Sinon, on peut gâcher. Formation, efficacité, recherche, temps libéré. C'est des grandes questions et c'est pas si simple. Regardez les expériences soviétiques, vénézuéliennes, tout ça. C'est pas de la gnognotte, ce qu'ils ont tenté, y compris les échecs. Et je prétends que c'est un dépassement du marché du travail, c'est-à-dire régler le problème de la mobilité que pose le marché, qu'il essaye de régler, la mobilité des activités des gens, mais non pas en jetant les gens par le chômage et la misère, mais par leur développement. Le fonctionnement, à partir de la situation actuelle, et au-delà, c'est très révolutionnaire, on voit la visée sans... Le salaire est assuré par l'entreprise. Le revenu, parce que le revenu, c'est pas salaire, c'est pas la même chose. Le revenu, le salaire, c'est un revenu de travail, mais il y a d'autres revenus. Le revenu de formation ou d'activité, hors travail, est assuré par le nouveau système, notamment à partir de la mutualisation des cotisations sociales. Vous me permettez une parenthèse, parce qu'on ne peut pas être seulement sur les idées dominantes et les mots, machin. Ce que Marx a très bien montré, c'est que le travail humain crée l'ensemble des richesses. D'accord. Mais on traite le travailleur, on le réduit à une marchandise, la force de travail, d'accord, ou la travailleuse à une marchandise. De toute façon, comme c'est une marchandise, on s'en fout de savoir si c'est une femme ou un homme, c'est pour ça qu'il nie les personnes. Le capitalisme. Il réduit tout à une marchandise. Tu m'as pas compris. Le capitalisme s'en fout de savoir si c'est une femme ou un homme, ce qui compte, c'est ce qui coûte, et il réduit à une marchandise. C'est ça. Il nie les deux, mon cher. En niant les femmes, on me nie en tant que ma dimension de femme aussi, et de personne. Bon, on développe trop là. On s'aime bien, donc on développe. C'est décompté sur mon temps. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc, il réduit à une marchandise et il paye. Le travailleur produit toute la richesse et il ne paye au travailleur que ce qui lui permet de se reproduire, sa force de travail, et donc toute une partie de la richesse qui n'est pas payée au travailleur, qui, dans le capitalisme, à la Marx, j'allais dire à la grand-papa, est tout accaparé sous forme de plus-value, profit, mais sur lesquels nous avons eu une prise aujourd'hui, parce qu'une partie de cette richesse nouvelle qui est créée par le surtravail, c'est-à-dire le travail que je fais dans ma journée qui va au-delà de ce que j'ai besoin uniquement comme travailleur pour vivre, une partie développe la société par les cotisations sociales. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent de l'argent sans travailler, et fort heureusement. Et les retraités. Et fort heureusement. Et ils sont libres. On leur dit pas, tu dois justifier ta retraite en me disant ce que tu as fait. Voilà, c'est une libération. On n'est pas dans la religion catholique où on doit toujours justifier son pain là sur son front. C'est la Bible. Non. Donc, mais il s'agit d'élargir ça très radicalement. Donc, le salaire par l'entreprise, le revenu de formation assuré par le nouveau système à partir notamment des cotisations sociales mutualisées et d'une amplification des richesses créées. D'accord? Troisièmement, un bonus-malus significatif sur les entreprises les emmène vers une responsabilité sociale pour les richesses créées. Et quatrièmement, les créations et les développements d'emplois sont assurés par la maîtrise d'un nouveau crédit et de l'argent qui va rivaliser et s'opposer jusqu'à renverser complètement la logique du capital. Pour des investissements nouveaux, pour des dépenses nouvelles, à la place de ce que fait le capital. En faisant reculer le coût du capital, mais pas seulement en le faisant reculer, pour faire d'autres dépenses. Vous voyez? Alors, pardon. Ça permettrait d'avancer donc vers l'éradication du chômage, comme je l'ai dit, mais donc c'est aussi les illusions, il s'agit de dépasser les illusions d'un salaire sans production, ou de tout qui serait production. Tout n'est pas production. Quand j'amène ma fille à l'école, c'est ma fille que j'amène à l'école, c'est pas remplaçable par quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est pas de la valeur d'usage social, ça ne crée pas des richesses. Si c'est une nounou, c'est pas la même chose, parce que c'est substituable par quelqu'un d'autre. C'est pas du travail. Parce que je ne peux pas le substituer, je n'ai pas créé une richesse socialisée qu'on va pouvoir échanger. À preuve d'ailleurs, tout le monde dit qu'il y a les cotisations sociales qu'il faut se partager. Ah ben s'il y a les cotisations sociales qu'il faut partager, il y a bien une partie que produisent certains et qu'il va falloir partager avec d'autres.
qui pourtant ont une activité mais qui n'est pas productive. Il faut bien voir cette chose-là. Tout n'est pas travail, tout n'est pas production. Nous ne sommes pas des esclaves. Tout n'est pas marchand. On fait des choses parce qu'on les fait. Mais aussi les illusions effectivement conservatistes, très étatistes, comme Jean-Luc Mélenchon, qui est dans le keynésianisme absolu, qui dit il suffit, on ne touche pas aux entreprises, pour faire de l'emploi, on met une manne d'argent sur les entreprises parce qu'on a un État bien intentionné et on va développer l'emploi. Non, il faut vraiment avoir une autre visée que simplement le plein emploi à la grand-papa. Voilà. Alors, excusez-moi, voilà. L'obstacle, parce que le réalisme, c'est de voir les obstacles. Qu'est-ce qui s'oppose à ça? C'est pas seulement parce qu'on ne veut pas le faire. C'est qu'il y a des pouvoirs précis et des intérêts constitués précis. Le capital organise toute la production, toute l'activité économique pour accumuler et pour se rentabiliser. Le coût du capital est énorme. Simplement, dividendes plus charges d'intérêt, c'est environ 290 milliards, le double des cotisations sociales. Et on nous parle du coût du travail. Sans parler de tout le gâchis de capital et tous les gâchis de capitaux financiers qui sont plus difficiles à chiffrer. Et il faut faire reculer ça. Comment on peut parler simplement de libérer le travail sans parler de ce qu'il en sert, qui ne sont pas seulement les décisions de chef, mais toute une logique. Une logique. Et l'alternative à ça, c'est une autre utilisation de l'argent par le crédit en visant d'autres buts. C'est fondamental. On parlera de la SFCF tout à l'heure, je ne développe pas, mais je vous suggère de poser une question là-dessus, ça permettra de comprendre. Mais il s'agit aussi d'avancer à partir des principes des luttes. Parce que il faut agir sur 3 endroits. Il faut agir sur les pouvoirs, sur les objectifs sociaux et sur les moyens financiers. Les objectifs sociaux, on vient d'en parler. C'est effectivement cette libération du travail, à la fois liée au travail pour d'autres objectifs sociaux de production, mais aussi l'objectif de développement de soi, la formation. Ce n'est pas seulement un jeu de travail, mais nous nous développons les uns les autres. Et la société a pour but de permettre à chacun de se développer par la formation ou hors du travail. Donc, ça. Mais la question des pouvoirs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas poser cette question des objectifs sociaux si on ne dit pas mais quels nouveaux pouvoirs aux gens sur leur production, sur leur vie, sur l'assurance chômage, sur toutes les questions que vous voulez, sur les licenciements, sur Parcoursup et l'orientation. Et troisièmement, quels moyens pour appuyer ça? Quelle culture pour comprendre? Et quels moyens financiers, quel argent? Et c'est très important de voir cette visée, cette cohérence, parce que le système, quand il lâche des choses, il lâche un des 3. Il lâche quelques petits bouts. Oui, on vous fera de l'emploi comme objectif. Mais on ne touche pas au pouvoir, on ne touche pas aux moyens. Oui, on vous donne quelques pouvoirs, mais pour faire la même chose que nous. Vous pourrez contrôler qu'on baisse vraiment le coût du travail avec le CICE. Mais on ne touche pas au but, c'est baisser le coût du travail. Ou bien, vous voyez? Et donc, la cohérence, c'est très important dans les luttes et dans les batailles. La SNCF sur la dette, précisément, ils disent on va reprendre la dette. Mais c'est une illusion. Parce que l'État reprend la dette sans en baisser le coût et le pompage. Et donc, il dit, maintenant qu'on a repris la dette, l'objectif, c'est décupler la productivité du travail des cheminots. Et puis, il faudra faire un peu d'austérité sur les citoyens, puisque, en tant que citoyens contribuables, ils vont payer pour la dette. Non, il faut changer ça. Vous voyez, à chaque fois, le système. Donc, c'est très important de voir ça, et donc de mettre les batailles dans cette perspective. Voilà. Je conclurai par 2 points. Les luttes, et j'ai fait plutôt 17 minutes, je suis à 16, je vais être à 17 et demi. Les luttes récentes, depuis quand je dis récentes, c'est 30-40 ans. Voyons bien à quel point elles valident ce qu'on dit et elles butent sur l'insuffisance de cohérence et de visée qu'il faut articuler formation, emploi, libération. Elles sont d'ailleurs beaucoup sur la formation. C'est l'enseignement. On parle de 68, mais on pourrait faire. Moi, en 83, 84, j'étais dirigeant de l'UNEF et on a fait une grande lutte pour imposer une loi qui a duré très longtemps, qui était contre la sélection, avant même la loi de Vaquet. Mais ça, on n'en parle pas parce qu'en face de l'UNEF que je dirigeais, ceux qui étaient en face de moi qui s'y opposaient, c'était Cambadélis et Valls qui dirigeaient l'autre UNEF.
toute façon. Mais c'est des luttes massives où les lycéens et les étudiants rencontraient les députés de gauche, au moment où la gauche était au pouvoir. Mais elles butent sur le fait, ces luttes-là, de parler de l'emploi, de l'entreprise, de l'argent. Et de l'autre côté, les luttes des salariés qui parlent de l'argent, qui parlent des entreprises, sont enfermés, des fois ne parlent pas assez d'argent, et sont enfermés, ne parlent pas assez des besoins de formation nouvelle, des besoins de changement de travail. Regardez Carrefour, ils le perçoivent un peu les camarades, mais comment on ne peut pas poser cette question des licenciements à Carrefour sans poser la question d'une autre alimentation, d'un autre type de travail, d'une autre formation. Ils pourraient impulser toute autre filière d'alimentation, mais ils sont caissiers, caissières, ils sont manutentionnaires, il faut de toute autre formation et de toute autre dépense de formation en réalité aussi, une toute autre logique que développer le pognon et le capital. Mais aussi les luttes pour l'emploi qui finalement débouchent sur, comment on appelle ça, la pré-retraite ou l'allocation. Parce que finalement, un salaire à vie sans se préoccuper du travail, c'est une pré-retraite. Tant pis pour les licenciements dans l'automobile, vous accepterez votre pré-retraite. On ne veut pas ça. Mais les gens qui portent le salaire à vie croient que ce n'est pas ça. Mais alors si ce n'est pas ça, ce n'est pas le salaire à vie. C'est soit salaire, soit revenu avec formation et droit sur l'emploi pour développer l'emploi et son efficacité. Et c'est la formation qui développe l'efficacité au lieu du capital. Et donc si on est d'accord là-dessus, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, il ne faut pas se faire avoir en réclamant avant tout une allocation pour vivre, et puis l'emploi, le travail, le coût du capital, on n'en parlerait pas. C'est ça qui est radical et qui est révolutionnaire, et qui permet la jonction entre les travailleurs, les chômeurs, bien sûr, pour un autre travail, les besoins écologiques, sociaux, et tous les jeunes qui sont maintenus aujourd'hui hors, complètement hors, finalement, enfin hors. Ils ne sont pas hors, non, parce qu'ils sont aussi dans la précarité maximum, ils font du McDo. Mais dans des franges d'un emploi et qu'on demande de renoncer à tout. Voilà. C'est ambitieux, oui, mais ça peut être mobilisateur si on voit cette vision et si on converge ensemble sur l'ennemi commun qui est le capital financier avec tous ses pouvoirs. Je crois que c'est décisif et on peut aller vers une toute autre régulation de la société, une toute autre vision du développement des uns et des autres. Et moi, ce que j'appelle un communisme de chacun pour le développement de chacune et chacun, et non pas un communisme, disons, un peu instrumentalisé, léniniste, non, un communisme du XXIe siècle. Je vous remercie.